Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part. Avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. Pour ce 32e podcast, vous allez découvrir le travail d'Angélique Prost. Donc Angélique est orthopédagogue et formatrice en orthopédagogie. Donc elle a tout de suite elle a commencé sa carrière en tant qu'AVS pour aider des enfants en difficulté et avait des échanges avec la maîtresse de l'école. Et très vite, elle a découvert cette passion pour l'apprentissage, accompagner les enfants pour leur permettre de développer leur plein potentiel. Et cela l'a amenée à l'orthopédagogie. Si vous ne savez pas, je ne sais pas si vous avez déjà écouté, mais dans le podcast numéro 17, j'avais interviewé Yael Zanardi, qui nous en avait parlé aussi pendant une bonne heure. Donc n'hésitez pas à écouter ces deux podcasts l'un après l'autre, cela vous apportera beaucoup, j'en suis sûre. Je laisse place à ma conversation avec Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast pour parler d'orthopédagogie. Moi aussi, je suis ravie. Voilà, donc j'ai vu votre activité en ligne et sans le savoir, en fait, j'avais déjà fait un podcast avec Yael et voilà, quand on a échangé par téléphone, vous m'avez dit que c'est vous qui l'avez formée. Oui, j'ai fait partie de ces formatrices, tout à fait. Voilà, donc vous êtes formatrice en orthopédagogie, est-ce que vous pouvez nous en parler, expliquer un peu aux auditeurs qui n'ont jamais entendu parler de quoi il s'agit? Oui. Alors, l'orthopédagogue, c'est la personne que l'on vient voir lorsqu'on a une difficulté ou un trouble d'apprentissage, mais c'est extrêmement lié à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on pourrait aller voir n'importe quel autre professionnel en fonction du besoin ou en fonction de la plainte qu'il y a derrière. Donc, l'exemple que je donne souvent, c'est un enfant qui rentre dans la lecture, s'il y a un problème de langage, s'il y a un problème de placement de la langue, par exemple, il n'arrive pas très bien à prononcer, etc. C'est l'orthophoniste que l'on va aller voir. Si on se rend compte qu'il ne tient pas en place sur sa chaise, qu'il a des difficultés d'attention, etc., et qu'on veut avoir un bilan, qu'on veut savoir si oui ou non il y a trouble et de quel ordre de trouble il s'agit au niveau de l'attention, on ira voir le neuropsychologue. S'il y a des problèmes de graphie, s'il y a des problèmes d'organisation dans l'espace, s'il y a des problèmes qu'on veut mettre un ordinateur en place, etc., effectivement, ce sera plus l'ergothérapeute. Ça fait beaucoup de professionnels déjà. Et donc, nous, quelle est notre place dans tout ça? Bon, on est complémentaires, on ne remplace personne, évidemment. On oriente vers ces gens s'ils sont mal orientés et qui sont arrivés chez nous. Nous, c'est plus sur la problématique d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire un élève qui a du mal à mémoriser, un élève qui a du mal à s'organiser, à planifier, à être attentif aussi. Mais non, on ne va pas s'occuper du bilan. On va essayer de lui donner des astuces, des trucs. On va essayer de réguler avec lui apprendre qu'est-ce que ça veut dire être attentif, déjà. Parce que quand vous posez cette question à un élève, il va vous dire « ça veut dire bien écouter, pas faire de bruit ». Donc oui, c'est pas ne pas faire de bruit, être attentif et bien écouter, ok, mais il écoute, mais ça rentre et ça sort, donc c'est pas ça non plus être attentif. Donc on va vraiment mettre des mots derrière tout ça et essayer, en tout cas, s'il n'y a pas de trouble majeur qui empêche cela, de le mettre en place. Voilà. Donc nous, on va vraiment venir pour réguler au niveau des apprentissages et on va prendre l'ensemble de tout ça. C'est-à-dire qu'on reçoit les parents avec l'élève s'il est un peu plus âgé, c'est-à-dire qu'un élève primaire, par exemple, sérieusement, je ne vais pas le recevoir pendant 1h30 avec ses parents où il va entendre qu'on parle de lui avec des mots qui lui font peur. C'est pas très, très utile. Par contre, à partir de la 5e, 4e, il peut déjà être en mesure d'écouter, de répondre et de donner son avis aussi. Donc, quand on va regarder tout ça, on va avoir une plainte scolaire, c'est bien gentil. Mais c'est quoi la cause? Moi, mon objectif, comme toutes les orthopédagogues, on espère en tout cas qui sortent de chez nous et que l'on forme,
c'est ok, il n'arrive pas à mémoriser, c'est pas en lui donnant que des trucs de mémorisation que ça va aller mieux. Donc, il va falloir aller trouver pourquoi il n'arrive pas à mémoriser. Est-ce que c'est un problème au niveau de sa gestion en mémoire de travail? La mémoire de travail, c'est cette mémoire particulière qui nous permet, alors plus maintenant parce qu'on a des téléphones portables très intelligents, mais de retenir un numéro de portable, de retenir un petit bout de la liste de courses, le temps qu'on y aille, voilà, de retenir un certain nombre d'éléments. Et on sait que plus cette faculté-là, plus cette mémoire de travail est efficace, plus les élèves peuvent être performants. Donc, si jamais ce n'est pas performant, on ne va pas faire des miracles, mais on va apprendre à optimiser la place qu'on a. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va essayer de chercher, c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Donc, c'est une collègue à moi, orthopédagogue canadienne, qui dit on est les médecins généralistes des apprentissages. Si on se rend compte qu'il y a besoin d'une spécialité supplémentaire comme de l'orthophonie, comme de la psychomote, de l'ergo, etc. On va orienter évidemment. On ne garde pas des élèves à tout prix si c'est pas nous, si la plainte scolaire, ne correspond pas à une plainte scolaire. D'accord. D'accord. Et donc, vous prenez les enfants en charge de manière individuelle? Oui, c'est préférable. Pourquoi? Parce qu'évidemment, sur une même plainte scolaire, vous avez plein de causes différentes. Là, je vous ai dit, par exemple, si je reprends mon exemple de la mémorisation, qui me semble assez compréhensible par tous, si c'est un problème de mémoire de travail, comme je viens de l'expliquer, on va venir d'abord réguler tout un tas de choses pour permettre que ça fonctionne mieux. Mais ça pourrait être complètement autre chose. Ça pourrait être un élève qui n'a pas de représentation mentale. Ici, dans sa tête, il ne se fait pas d'histoire, il voit pas d'image, je vous le fais un petit peu de manière grossière, mais voilà. Et donc, du coup, il se représente pas les choses. Donc, quand on se représente pas les choses et qu'on les stocke pas, c'est difficile de les retrouver derrière. Donc, évidemment, qu'on va privilégier des séances individuelles, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de séances de groupe. Pour des petits stages, pour des élèves qui sont tout simplement en difficulté, puis qui ont besoin de savoir comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Dans ces cas-là, pourquoi pas des séances de groupe. Mais sinon, sur des plaintes scolaires qui vont être très spécifiques, on fait principalement de l'individuel, c'est vrai. Et c'est marrant que vous parliez de mémoire de travail là tout de suite, parce que j'accompagne pendant mes ateliers une petite fille qui a 5 ans, bientôt 6. Et en fait, la difficulté que je rencontre, alors moi je propose des ateliers Montessori, donc voilà, du matériel concret. Et je vais prendre l'exemple des lettres rugueuses. Ça vous parle, les lettres rugueuses? Oui, tout à fait. Là, ce matin, c'était les chiffres rugueux. Donc voilà, ça fait plusieurs mois que je lui propose de reconnaître déjà le 7, le 8, le 9. Voilà, ça coince. Et en fait, pendant la leçon en 3 temps, donc elle va tracer le 7, tracer le 8, tracer le 9. En premier temps, elle va tracer, voilà. Deuxième temps, elle va nommer. Et troisième temps, je vais lui dire qu'est-ce que c'est. Et elle doit dire c'est 7, c'est 8, c'est 9. Et en fait, cet enfant oublie en cours de route. Donc ça veut dire qu'elle va tracer le 7, le 8. Et quand on va être en train de tracer le troisième nombre, elle a oublié le premier. Donc dans un cas comme ça, comment vous feriez? Alors, déjà, je surchargerai pas sa mémoire de travail dans un premier temps. Et peut-être qu'avant de faire des lettres rugueuses, par exemple, je ferai peut-être des petits jeux pour apprendre à optimiser en mémoire de travail. Et on va apprendre à faire des petits paquets. Donc, par exemple, on arrive à retenir 2, 3 éléments. Okay. Et si on les mettait dans un seul petit paquet, ces 2 ou 3 éléments, on pourrait faire une histoire pour qu'ils restent tous ensemble. On pourrait essayer de les imaginer ensemble. On va apprendre à optimiser cette mémoire de travail. Donc, avant d'aller typiquement sur le scolaire, on va d'abord apprendre à optimiser. Alors, vous avez des petits jeux. Il y en a un dont je parle très souvent parce que ça a été un gros coup de cœur pour moi. C'était Speed Colors. Donc, où vous avez d'un côté une forme à mémoriser les couleurs, si vous voulez. Ce sont des cartes. Et de l'autre côté, la forme est en noir et blanc et il faut replacer les 6 couleurs. Donc, c'est avec des feutres effaçables. Et donc, il y a un temps de mémorisation de la carte. Donc, on est vraiment en mémoire de travail puisqu'on est en direct. Enfin, ça se fait très vite. On ne laisse pas du temps. Ça se fait dans l'immédiat.
Donc, on va apprendre ensemble à optimiser comment on pourrait la mettre dans sa tête. Donc, on va apprendre, on va mettre les couleurs ensemble, on va voir est-ce qu'on peut retenir 2 ou 3 couleurs dans un petit paquet, mettre 2 ou 3 petites couleurs dans un autre petit paquet, etc. On va le faire vivre dans sa tête. Si on voit que dans sa tête, ça a disparu, on a le droit de revenir voir la carte, etc. On referme ses yeux ou on regarde ailleurs. Il y a des enfants qui ont du mal à fermer les yeux. Jusqu'à ce que ce soit bien net et qu'on les ait. Puis ensuite, on va aller les colorier, par exemple. Quand cette stratégie elle est efficace, on va faire du dialogue pédagogique. Ça, c'est issu de la pédagogie d'Antoine de la Garandrie, une pédagogie que j'aime beaucoup. J'ai commencé par là, pour tout dire. Et on va dialoguer avec l'élève. Dialoguer, c'est pas une petite discussion, l'air de rien. Hein. On va mettre l'élève en position on est un miroir. Et l'élève se rend compte de qu'est-ce qui se passe dans ma tête pendant que je le fais. C'est ce qu'on appelle la métacognition. D'accord. Oui, c'est ça. On est dans ce domaine-là. Et donc, du coup, ensuite, comment on va pouvoir réutiliser cette stratégie? Et là, tu te rappelles, les lettres rugueuses, on en a fait 3 la dernière fois. Oh là là, il y en a une qui restait jamais dans ta tête. Et donc, on va voir comment refaire. Donc, peut-être qu'à la fin de la première lettre rugueuse, je vais faire un stop. Alors, la plupart du temps, on a régulé au niveau des fonctions exécutives, donc on avait travaillé l'inhibition. Stop, je vérifie ce qu'il y a dans ma tête, est-ce qu'elle est bien là? Je vais rajouter une de plus, tac, est-ce que c'est stable? Et je vais demander son avis à l'élève. Est-ce que tu penses que tu peux en mettre une de plus? Ou est-ce que tu penses que ça ne tiendra pas encore aujourd'hui? Et je vais voir. Et donc, du coup, après, petit à petit, on va apprendre à optimiser comme ça pour arriver à pouvoir faire le 7, 8, 9, apprendre à faire les pauses, à aller voir dans sa tête, se parler, nous voir. Tout dépend des élèves, ils vont avoir tous un canal préférentiel. Ils utiliseront l'un ou l'autre, parfois l'un et l'autre. Il y a autant d'élèves que de monde intérieur au niveau de la pensée. C'est vraiment hyper riche et c'est à chaque fois hyper intéressant de faire ça avec ses élèves pour pouvoir mettre en place. Mais avant toute chose, c'est vrai que je vais, avant d'aller sur le scolaire, on va réguler au niveau de l'exécutif, comme on dit. Et au niveau pédagogique en faisant du dialogue pour toujours faire émerger les stratégies et les emmener jusqu'au transfert en apprentissage. D'accord. Donc cette petite qui a apparemment quand même un souci de mémoire de travail, vous travailleriez déjà, vous essayeriez déjà de l'aider à augmenter sa mémoire de travail. Augmenter ou optimiser. Optimiser, ouais, optimiser, c'est voilà. Ouais. D'accord. Et la mémoire de travail, c'est une des fonctions exécutives. Est-ce que vous pouvez nous parler des 2 autres? Il y en a 6. Donc, il y a l'inhibition, donc, qui est aujourd'hui, c'est une qui est extrêmement travaillée, notamment par le laboratoire de la Psydé à Paris, par Olivier Audet et Grégoire Borst, donc, qui visiblement serait la plus importante si ça n'a pas changé depuis l'année dernière, mais a priori non. Et la plus importante, puisque c'est le stop, à la capacité d'inhiber, c'est la capacité de s'arrêter pour éviter d'aller dans des choses trop connues, si vous voulez. Donc l'inhibition, c'est une des premières choses qui est travaillée. La régulation émotionnelle, voilà, qui va être très en lien aussi. S'il n'y a pas de régulation émotionnelle, donc c'est-à-dire que on est tout de suite envahi par ces émotions, qu'on ne sait pas les nommer, qu'on ne sait pas les réguler. Voilà. Réguler ces émotions, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en colère. Ça veut dire qu'on nomme sa colère, qu'on dit pourquoi on est en colère et que du coup, on va trouver une solution à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère. Ce n'est pas du tout ça. Donc on va voir ça. L'inhibition, ça va permettre aussi de se stopper, puis de contrôler, j'aime pas trop, mais de vivre ses émotions, puis dire ok, là, je vais essayer de me calmer. Donc c'est très en lien. La flexibilité, donc il y a 2 types de flexibilité. Il y a la flexibilité justement réactive qui va nous permettre de changer de point de vue. Vous savez, ces enfants, non, je vais pas faire ça. Mais loulou, ce serait peut-être bien qu'on change d'idée. On pourrait peut-être, non, j'ai pas envie. D'accord. Non, de toute façon, maîtresse, elle a pas dit ça, je ferai pas ça. Et c'est rigide, ça ne passe pas, il veut pas changer. Et c'est très, très lié à l'émotionnel, justement. Et là, c'est un élève qui bougera pas d'un iota. Il va rester sur ses positions. Bon, ça va être très, très ennuyeux
si on n'arrive pas un petit peu à rendre ça un peu plus souple. Donc, voilà. Donc, là, on va avoir on va dire, ce qui peut être quand même bien lié à l'émotionnel. Mais bon, l'inhibition et la flexibilité peuvent aussi, s'il n'y a pas de problème de régulation émotionnelle, il peut quand même y avoir un problème de stop au niveau de l'inhibition, d'aller trop vite, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Vous avez Apprendre à résister d'Olivier Houdet, qui est très facile d'accès comme livre et qui explique très, très bien aussi tout ce que ça peut engendrer. Puis ensuite, vous allez avoir l'activation. Donc, c'est là-dedans qu'on parle d'attention, d'équilibre attentionnel. On pourrait parler de motivation à l'intérieur de ça également. Vous avez la mémoire de travail et la planification. Et dans la planification, on a vraiment la composante d'anticipation, anticiper pour mieux s'organiser, planifier, mettre des étapes, etc. Quand on a fait tout ça, quand on a vérifié tout ça, là, je voulais vraiment donner dans un ordre précis, hein, c'est Steve Masson, avec qui on avait pu, que vous avez eu également, avec qui on avait discuté, puis qui nous avait vraiment dit, il y a vraiment en premier inhibition, flexibilité et mémoire de travail. Il faut vraiment y aller dans cet ordre-là, sinon ça ne marche pas. En orthopédagogie, c'est vrai qu'on passe un peu la régulation émotionnelle avant parce que il faut arriver à nommer ses émotions. Donc, on a donné tout un processus par rapport à ça, en essayant de suivre ces conseils-là. On a une collègue canadienne aussi qui va dans un sens précis, puis qui a des super résultats. Donc, on va avoir ça d'un côté. Donc, on vérifie tout ça et on va aller réguler, on va aller prendre des petits leviers. Voilà, si jamais il n'y a pas de régulation émotionnelle, c'est sûr qu'on va commencer par là, avant même d'aller en mémoire de travail. Si complètement stressé, le pauvre petit loulou, faut d'abord essayer de l'aider à ça. Et parfois, si c'est vraiment trop intense, eh ben, on ne peut pas le faire. Là, on va orienter aussi. On va aller chercher quelqu'un qui va nous aider à travailler là-dessus parce qu'on n'est pas sophrothérapeute, parce qu'on n'est pas psychologue, même s'il faut un minima de psychologie dans l'accompagnement. C'est pas notre métier. Donc, si on sent que c'est vraiment trop envahissant, qu'on va sur des thématiques qui nous dépassent, il ne faut pas y aller. Donc là, on réoriente. Et puis, ben voilà. Donc ça, c'est une première jambe de l'orthopédagogie. Donc pour nous, dans des cas un peu difficiles, le bilan neuropsy va être très très important, par exemple. Quand un bilan qui va aller regarder un peu tout ça, ça va vraiment nous aiguiller, comment mettre notre accompagnement en place. Mais en face, on a tout le volet, on est orthopédagogue. On est pédagogue, il ne faut pas l'oublier. Donc l'exécutif, je sais que dans d'autres métiers, il y en a qui nous disent que c'est pas normal qu'on aille sur ce volet-là, mais on n'y va que dans un objectif de transfert vers les apprentissages. Moi, si j'y vais pas, c'est sûr que je les aiderai pas à mieux comprendre une leçon, à mieux s'organiser, à mieux être attentif en classe. J'y arriverai pas si je vais pas le réguler. C'est pas possible. Mais c'est que 50% de mon travail, les 50% autres, c'est du pédagogique. C'est du dialogue orthopédagogique vraiment issu de la gestion mentale. C'est du transfert en apprentissage. Donc, quand on apprend à inhiber, eh ben, on va apprendre à inhiber, on va essayer on va dialoguer pour voir comment il vient ton stop à toi et comment on va pouvoir le remettre dans d'autres contextes. Donc, notre objectif, c'est toujours le transfert en apprentissage. Et donc, on va avoir tout ce volet pédagogique également à explorer. Voilà. Donc, ça fait deux bons piliers. Oui. Et au tout début du podcast, vous avez cité plusieurs rééducateurs. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous ne pensez pas que l'école aurait aussi son rôle à jouer? Alors, je ne dis pas supprimer tous ces thérapeutes, tous ces rééducateurs, mais qu'au jour d'aujourd'hui, l'école, dans la formation initiale des enseignants, on n'est pas c'est vraiment des choses qui ne sont pas du tout abordées. Alors que, je veux dire, il faudrait demander aux enseignants combien connaissent les fonctions exécutives. Je pense qu'on aurait peut-être 5 ou 10%. C'est peu. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait quand même pas quelque chose à faire de ce côté-là aussi? Oui, il y aurait quelque chose à faire, c'est sûr. Moi, j'ai la chance sur mon secteur de pouvoir former des enseignants. Alors, dans l'enseignement privé sous contrat, j'ai fait un super projet avec
alors plusieurs écoles, mais sur 2 formations, il s'était regroupé à plusieurs écoles sur enseigner le cerveau à ses élèves de la maternelle au CM2. Déjà, les enseignantes de maternelle, elles étaient ravies parce qu'elles disent, mais on n'a pas souvent de choses qui sont ouvertes à nos petites classes. Alors que c'est tout là que ça se met. Ils ont envie, ils adorent ça. Enfin, ils adorent les mômes. Enfin, moi, je vois mes loulous, ils sont petits. Je digresse un peu, mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un tout à l'heure, un ostéopathe, et en discutant, son fils est dans une école où la maîtresse, petite section, a bénéficié de la formation. Il me dit, mais ça vient de vous? J'ai dit, oui, je dis, moi, non, mais je suis c'est moi qui ai formé les enseignantes cette année. Il me dit, mais mon fils, il parle du cerveau et tout, puis il dit, attends, maman, il faut que je me contrôle. Elle me dit, c'est fabuleux. Et donc, c'est tout petit que ça commence. Donc là, les enseignantes, elles ont adoré le projet, qu'on continue l'année prochaine. Alors, est-ce qu'on pourrait faire rentrer ça tout à l'IUF, enfin, c'est plus l'IUFM, c'est au master, etc., de l'enseignement, l'ESP, etc. Bien sûr que ce serait extraordinaire. Franchement, y a des projets qui vont dans ce sens-là. Vous avez une étude qui a été faite par le laboratoire de Caen, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est 2016, mais je ne vais pas dire de bêtises, il faudrait que je le vérifie quand même, qui montrait que si on apprend aux enfants... Alors, elles ont fait 2 études, enfin une étude, elles ont fait 2 expériences, pardon, avec des enfants de CE2, CM1, où dans une classe, ils apprenaient le fonctionnement du cerveau, et dans l'autre, c'était le système digestif, enfin voilà, le programme, on va dire, de découverte du monde à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Ils se sont rendus compte quelques temps après, parce qu'il y a des post-tests ensuite, ils se sont rendus compte que là où il y a eu enseignement sur comment fonctionne le cerveau, les élèves ont eu un regard différent sur l'intelligence quelque part. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire quelque chose. C'était pas inné ou acquis, c'est pas si simple que ça. Et ben leurs résultats en maths, il me semble, ont significativement augmenté. Alors que de l'autre côté, ils sont restés identiques. Donc ça veut dire que si on leur apprend, effectivement, ça va mieux, parce que ça change leur représentation de l'intelligence. Elle n'est pas figée. C'est ça. C'est plus fixe. Vous avez un super bouquin qui est Oser réussir, vous connaissez peut-être, de Carol Dweck. Je ne l'ai pas lu celui-là, non. Changer d'état d'esprit, il est extra. Voilà, qui est là-dessus justement sur le mindset, sur cette représentation de l'intelligence. Donc quand on leur apprend, effectivement, ça va mieux. Donc si on faisait rentrer à l'école, évidemment qu'il y aurait un gros mieux, et que c'est sur un TEDx d'Éric Gaspard, il me semble, où il dit... il commence son TEDx comme ça, où il dit, oui, un mécano, il connaît le moteur d'une voiture, bah oui, ça vous paraît évident. Hein, ouais. Quand on apprend, travaille avec des élèves qui ont un fonctionnement, c'est le cerveau, et on ne sait pas comment ça marche. Par contre, un mécano qui connaît pas un moteur, ça choque tout le monde. Bah oui, et ça choque personne. Et effectivement, c'est un peu coup de poing comme entrée en matière, mais c'est complètement réaliste. Ceci dit, je mettrais un petit bémol. Évidemment, alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne le faut pas, évidemment qu'il le faut. On est absolument d'accord. Par contre, on aurait toujours peut-être des élèves qui auraient besoin d'individuel, certainement, parce que pourquoi chez eux ça passe pas? On ne sait pas pourquoi ça passe pas. Mais il y a un truc qui fait qu'il y a besoin d'une remédiation, parce qu'un trouble d'apprentissage, et que faut quand même pas oublier que les enseignants, moi je suis dans des petites écoles, il y a souvent des doubles niveaux, à 25, 26, 30 élèves parfois. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Moi je connais beaucoup d'enseignants qui font vraiment leur travail, surtout en primaire, avec un amour de leur métier. C'est une passion avant, c'est une vocation quand même pour beaucoup. Et il y a un moment où pour certains, ça ne passe pas. Et donc là, il y aura toujours besoin pour certains de revenir, parce que dans tout ce que je vous ai donné tout à l'heure sur l'exécutif ou sur le pédagogique, il y a quelque chose qui n'est pas enclenché. Et donc du coup, il va falloir l'aider à enclencher ça. Voilà. Donc ce serait évidemment, c'est un grand rêve que ça arrive à l'école et que ce soit. Ça ne veut pas dire que ça gommerait tout. Voilà, que ça annihilerait certaines difficultés, etc.
il y a des petits loulous pour qui on ne sait pas, ça bloque. Et il y a besoin de quelqu'un qui donne quelques clés. Ouais. D'accord. Et quand vous avez parlé de l'attention, j'imagine que vous avez étudié les travaux de Jean-Philippe Lachaud sur l'attention. Oui, les petites bulles de l'attention, extraordinaire. Voilà. Je suis en train de lire son livre Le cerveau attentif. Le cerveau attentif, oui. Mais il n'est pas facile, le début, j'en suis au début, il n'est pas si facile que ça à lire. Hein. Non, c'est pas facile. Vraiment, s'il y en a qui écoutent et qui sont intéressés, je conseille, je pense que vous êtes un peu comme moi, je conseille vraiment de commencer par les petites bulles de l'attention. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui. C'est une petite BD. Et il y a plein de trucs et astuces. Alors, nous, en orthopédagogie, on ne s'en cache pas, on utilise beaucoup. Apprendre à marcher sur la poutre. On a toutes des poutres dans notre bureau. Hein. Des petites poutres qu'on fait en Lego, qu'on fait en différentes choses. On apprend à marcher sur la poutre, vraiment. Voilà, on le matérialise c'est des travaux extraordinaires et qui parlent. Voilà, il a fait un travail. Puis alors c'est quelqu'un, j'ai eu la chance de le rencontrer. Alors les petites bulles de l'attention n'étaient pas encore sorties. Ça allait sortir, c'était juste avant. Mais d'une ouverture et d'une gentillesse, c'est qu'elle sépare. Et c'est un chercheur qui fait ça avec passion et son MOOC, moi j'avais suivi son MOOC en ligne et le MOOC était quand même beaucoup plus facile d'accès que le livre Le cerveau attentif. Oui, voilà. Ouais, peut-être. Mais... le MOOC est extrêmement bien fait aussi. Et c'est vrai qu'on trouve plein de documents. Là maintenant on trouve plein de documents pour justement appliquer ça en classe. Donc, oui, il y a le programme ATOL. Voilà, c'est ça. Le programme ADOL pour les ados. Ah oui. Qui est quand même accessible. Non, c'est quelqu'un qui fait ça pour le rendre accessible. Je trouve que c'est une force qu'on a. On a cette chance-là aujourd'hui d'avoir des chercheurs. Je pense à lui, je pense à Steve Masson, je pense à Grégoire Borst aussi, que j'avais pu rencontrer lors d'un colloque qu'on avait organisé dans l'association. Je n'avais pas rencontré M. Houdet, mais en tout cas, c'est des chercheurs qui ont à cœur de rendre ça accessible. C'est de la vulgarisation dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment... ça reste précis, ça reste extrêmement travaillé, fouillé, mais accessible. Et on peut l'utiliser sur le terrain en tant que parent. Parce que quand on a un enfant qui a un problème d'attention, où je parlais d'inhibition, le tout petit livre de Houdet, là, Apprendre à résister, qui est extrêmement facile d'accès. Moi, je le mets dans tous mes bilans, Apprendre à résister, quand il y a cette problématique-là. Parce que ça permet de comprendre. Vous mettez les petites bulles de l'attention de Jean-Philippe Lachaud, on peut lire même avec des petits, des grands, des moyens. C'est extrêmement accessible et on comprend les mécanismes. Et derrière, on peut dire, nous, en tant qu'orthopédagogue, par exemple, mais un neuropsy ou un orthophoniste pourrait faire pareil en disant, c'est là que votre loulou, il a du mal, vous voyez. Ok, c'est ça qu'il n'arrive pas à faire. Et ça met des mots. Et on est quand même des êtres pensants et des êtres de langage. Et c'est pas pour rien. Le langage, il structure la pensée. Faut pas oublier ça. Le langage structure la pensée. Donc, à partir du moment où on arrive à mettre des mots sur ce qui se passe, c'est quand même beaucoup moins difficile à vivre et on a l'impression on ne trouve pas toujours des solutions, mais en tout cas, on a l'impression de pouvoir aider. Et si on comprend et si on se sent compris, ça aide. Et on a la chance d'avoir ces chercheurs-là qui sont d'une grande humilité, d'une grande gentillesse, extrêmement ouverts et qui nous font des ouvrages qui sont fabuleux. Vous n'avez pas cité Stanislas Dehaene, mais est-ce qu'il fait partie aussi de vos lectures ou de... Il fait partie de mes lectures, tout à fait. C'est extrêmement... au niveau de la recherche, c'est quelqu'un de brillant. C'est vraiment quelqu'un de brillant. Je le rejoins peut-être un tout petit peu moins sur les propositions pédagogiques qu'il donne. Mais voilà, faut que je fouille un petit peu pour bien tout comprendre. Par contre, au niveau des recherches, c'est quelqu'un de brillant. Alors, il a fait j'avais lu alors tout ce qu'il a fait sur les maths, sur la lecture, c'est extra. Toutes les ressources qu'il y a au Collège de France, au niveau justement métacognition, etc.
c'est extrêmement intéressant. Enfin, c'est quelqu'un de brillant. Au niveau de la recherche, c'est quelqu'un de brillant. Tout à fait. Après, voilà, c'est peut-être un peu moins accessible à la lecture. Mais bon, ça reste quand même... voilà. Bon, en tout cas, pour des parents, je ne sais pas. Des parents, pour des enseignants, peut-être. Plus pour les enseignants. C'est ça. Son livre, c'est son dernier, je crois, son livre Apprendre. Apprendre. Voilà. Je ne sais pas si c'est le dernier. Celui-là, voilà, il y a des passages de temps en temps, peut-être un peu plus compliqués, mais voilà, pour un enseignant, je pense que c'est quand même accessible. Oui. Tout à fait. Mais c'est vrai que voilà. Après, il faut que je me plonge un peu plus. Ça, j'ai pas trop eu le temps de le faire. Je l'ai lu rapidement et donc je veux pas dire des choses où j'ai pas fouillé, en tout cas encore. Sur les applications pédagogiques, il faut que je regarde d'un peu plus près. Mais en tout cas, il en demeure que c'est un chercheur exceptionnel et brillant. Voilà. D'accord. Donc il met en lumière des choses qui sont précieuses. Et dans ce que vous avez cité tout à l'heure, vous avez parlé de la régulation des émotions, de l'impulsivité. Concrètement, quand un enfant est embêté, n'arrive pas à réguler ses émotions, qu'est-ce que vous lui proposez ? Alors là, c'est très variable, d'un enfant à l'autre. Ça dépend de l'âge aussi. Alors j'ai quelque chose qui marche assez bien à tout âge, on va dire. Déjà, moi, quand ils arrivent, ils ont tout un tas de matériel, de graines, de différentes choses. Ils peuvent faire leur mandala de météo intérieure. D'accord. Ils vont faire leur mandala de graines qui peut évoluer au fil de la séance, puisque c'est des graines. À la fin, on va même les défaire. Il y en a qui ont du mal, ils ne les défont pas. Pour apprendre à parler de ses émotions. Et on va faire quand même une séance ou deux dédiée à, en tout cas quand il y a la difficulté, à apprendre à nommer ses émotions. Et donc là, vous avez des petits jeux assez sympas. Chez les petits, j'en parle souvent, je me redis, mais c'est pas grave. Vous avez le monstre des couleurs, la couleur des émotions. Aujourd'hui, je me sens... Enfin, vous avez tout un tas de bibliographies, la petite licorne Gaston, etc. chez les petits pour apprendre à nommer ses émotions. Vous avez les livres d'Armella également qui permettent déjà pour nous aussi de mettre des mots parce que quand on n'a pas appris à le faire, ça nous demande un petit peu de vocabulaire. Et puis vous avez des jeux comme les émoticartes, comme Feelings, qui vont permettre de venir parler de dis ta vie pour les plus grands, qui vont pouvoir venir nous permettre de parler de situations de vie et de comment on se sentirait, comment on pense que les autres se sentent, etc. Donc on va apprendre un peu déjà à mettre des mots. C'est vraiment la première chose. Ensuite, on va faire le lien entre la respiration et puis le cerveau, par exemple, puisque voilà, la respiration, c'est quand même le seul organe dans le corps que l'on peut contrôler, pardon. Donc, si je veux inspirer, m'arrêter, souffler, etc., je peux le faire. Par contre, on respire sans s'en rendre compte. C'est le seul chose du corps qui me permet de faire ça. Alors, on en parle, on essaye de réfléchir. Pourquoi on a cette fonction-là dans le corps, qu'est-ce que ça peut nous aider à faire, etc. Donc voilà, on va travailler sur tout ça. Et ensuite, on va essayer de trouver des petits trucs et astuces qui sont issus de la méditation, de la cohérence cardiaque, pour permettre de les mettre en application. Et puis on va créer des situations parfois par des jeux, souvent de dérégulation émotionnelle. Vous savez, les jeux un peu stressants là où on est en tension. Alors vous faites ça avec des élèves qui ont un problème de régulation émotionnelle, ils vous balanceraient les cartes à travers le bureau, vous voyez. Et donc du coup, comme on a appris des petites choses avant de balancer les cartes, est-ce que tu n'aurais pas un petit quelque chose là que tu pourrais faire pour apprendre à réguler un peu et à se sentir un peu mieux? Voilà, c'est des petits exemples de ce qui peuvent se faire. D'accord. Et je me demande comment l'orthopédagogie est née. Parce que quand je vous écoute, en fait, vous avez parlé d'Antoine de la Garandrie, vous parlez aussi un peu de CNV en quelque sorte, communication non violente, à savoir dire comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Vous parlez d'apprendre à apprendre, comprendre le fonctionnement du cerveau. Donc j'ai un peu l'impression que c'est un mélange... je cherche un mot positif. Oui, voilà, mais au sens
réfléchi, voilà, je sais pas quel mot utiliser, mais je cherche un mot positif, un mélange réfléchi et opportun pour aider vraiment les enfants. Mais du coup, comment l'orthopédagogie est née? Est-ce que c'est parce que par exemple, la pédagogie de Maria Montessori, bah voilà, c'est Maria Montessori qui a passé toute sa vie à observer les enfants et qui a écrit, voilà, qui a en déduit plein de choses. Mais du coup, pour l'orthopédagogie, comment ça s'est passé? C'est plus compliqué, hein, on est d'accord. Alors en France, c'est en pleine naissance, hein, depuis quelques années, mais c'est quand même une bébé profession, on pourrait dire ça. Ouais. Donc c'est un peu compliqué parce que là, vous avez, quand je dis ma vision des choses, c'est pas du tout égocentré, c'est ma vision des choses à travers l'école, EFO et UOF, enfin en tout cas, c'est la version que vous aurez de mes collègues avec qui on travaille depuis quelques années, mais il est fort possible que d'autres personnes vous en donnent du coup une autre approche. Voilà, parce que ça arrive, donc c'est chacun le voit comme il a envie de le construire. Alors, comment c'est né? Je peux vous dire comment c'est né au Canada, par exemple, dans les années 60. Donc, dans les années 60, ils étaient en grande réforme de l'enseignement. Il y avait eu un peu la découverte du handicap. Enfin, c'était assez compliqué. Et donc, ils sont tout de suite passés dans une politique d'inclusion chez eux, en disant non, tout le monde a le droit à l'instruction et de qualité et par l'école. Voilà. Donc, ils ont ouvert l'école pour tous, etc. Et donc, est arrivé le métier d'orthopédagogue à la base, qui ressemble un petit peu à l'enseignant spécialisé chez nous. Les maîtres E, les maîtres D, s'il y en a qui connaissent l'enseignement spécialisé, maître G, etc. Donc, c'est né comme ça. Ça n'a pas été si simple que ça, hein. On a tendance à idéaliser le Canada parce que c'est vrai que ça fait envie, hein, il y a plein de choses. En fait, moi, je trouve leur plus grande force, c'est que c'est des gens extrêmement positifs. De toute façon, dès qu'ils parlent avec l'accent, c'est forcément, on est forcément transporté. Donc, voilà, c'est chantant, voilà, c'est gai d'entrée de jeu. Et donc, ça aide. Mais il ne faut pas croire, en parlant avec eux, c'était pas du tout si simple que ça. Les enseignants ont eu la peur d'un nouveau métier, que quelqu'un rentre les observer dans leur classe, etc. Exactement comme partout ailleurs. Et puis, ça s'est installé. Donc, il y a eu un baccalauréat, donc ce qui correspond à une licence chez nous, en orthopédagogie. Puis maintenant, c'est de l'adaptation scolaire, etc. Donc, et il y a donc deux types d'orthopédagogues. Il y a les orthopédagogues en classe et des orthopédagogues qui se mettent à leur compte, finalement. Et donc, c'est pas si simple que ça pour eux. Parce que la même formation va donner deux types de professions, quelque part. Parce qu'on ne fait pas la même chose quand on est au sein de c'est leur éducation nationale et puis d'un travail en équipe, etc. Ou quand on reçoit des enfants en individuel où les parents nous rémunèrent. C'est pas pareil, on n'est pas dans le même cadre, on peut pas faire la même chose. Même si concrètement, je pense qu'on pourrait avoir une formation de base similaire. Ok, ça je veux bien. Sur le terrain, c'est faux qu'on fait pareil. On ne peut pas faire pareil. Le contexte ne nous permet pas. Les conditions ne sont pas les mêmes. Exactement. Donc, ils en sont là. Moi, quand j'ai commencé à chercher l'orthopédagogie, c'était en 2005. J'ai fait partie de ces premiers contrats de VS suite à la loi du 11 février 2005, donc sur l'inclusion du handicap, etc. Donc, il y a eu tout un branle-bas de combat à l'école avec création de postes, etc. Et à la rentrée de septembre 2005, plein de postes de VS ouverts, etc. Et donc, j'étais embauchée en novembre ou décembre, je ne me rappelle plus, 2005, pour accompagner des élèves en situation de handicap dans une école. Et j'ai eu la chance, il y avait une maître E sur place dans cette école-là. C'était une école assez importante et ça m'a passionnée. Et là, je dis à mes parents, j'adore accompagner ces enfants, etc. Et puis, on voyait bien qu'il y avait un maillon manquant. Vous voyez, il y avait un truc, ils avaient plein de choses, mais dès qu'ils se retrouvaient chez eux, ou face à leurs devoirs, etc., il manquait quelque chose. Et il y en a plein, en parlant avec mes collègues, ils disent, je dis, c'est pas possible, ça doit bien exister. Donc, j'ai fait des recherches et j'étais tombée sur l'orthopédagogie, mais au Canada. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'avais vu université de Laval.ca, je n'avais pas du tout percuté.
J'avais juste 20 ans. J'avais pas du tout compris. C'était le début d'Internet à la maison, que c'était Canada. Bon, je lui dis alors non, effectivement, c'est pas Laval ici. Hein. Il n'y a bien pas d'université à Laval en France. C'est loin. Mais du coup, on n'entendait pas du tout parler d'orthopédagogie. Mais j'avais voilà, à aider les enfants à mieux apprendre, etc. Bon, je dis, mais c'est exactement ça que je veux faire. Quand j'en parle avec mes collègues, je dis, oui, mais c'est génial, mais on n'a pas de choses comme ça sur le terrain. Et donc là, j'ai énormément cherché, etc. Et là, je me suis dit, en fait, gestion mentale, c'est un peu incontournable quand même pour apprendre à dialoguer avec un élève. J'ai été me former en carte mentale avec Frédéric Le Guillan à Paris. C'était pareil, il faut des outils, il faut un petit peu une boîte à outils. Donc, ça. J'ai fait des sciences cognitives. J'ai eu un master 1 de sciences de l'éduc, un DU, le DUNEP à Lyon et un master 2 de sciences cognitives recherche. Il faut savoir comment ça marche quand même. À un moment, je ne peux pas accompagner des élèves si je ne sais pas comment ça fonctionne. Et quand j'ai rencontré mes collègues avec qui je travaille aujourd'hui, en 2015, ils avaient eu la même démarche que moi. Donc on s'est dit, bon, si on a eu la même démarche, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être là derrière. Alors il y en a qui avaient plus creusé les émotions, il y en a qui avaient plus creusé au niveau, moi j'ai un peu plus creusé au niveau exécutif, parce que dans le DUNEP, il parlait des fonctions exécutives et ça m'avait toujours un peu passionnée. Il y en a qui avaient, pareil pour la gestion mentale, on était 2 à avoir beaucoup creusé la gestion mentale, etc. Il y en a une qui était très 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 douée en pensée visuelle. Bon, et on a dit avec tout ça, là, il faut qu'on continue de creuser. J'avais eu l'occasion d'avoir une formation avec Steve Masson et il avait gentiment accepté aussi de continuer, des fois à nous former à distance, etc. Et donc petit à petit, ça s'est créé, mais par des échanges en fait. Et là, maintenant, je pense qu'avec ma collègue Christine Louvier, qui est orthopédagogue sur Annecy et qui est ma collaboratrice au sein de l'école française d'orthopédagogie, on a vraiment à cœur de savoir dans quel ordre il faut organiser une prise en charge, mais ça, qu'est-ce qui est important d'avoir? Il y a les 2 jambes, il y a la jambe pédagogique. Comprendre son cerveau, c'est bien, mais il ne faut pas oublier la pédagogie. Parce que c'est facile d'aller sur des choses très techniques, ça s'apprend, donc c'est simple, entre guillemets. Je mets des gros guillemets même. C'est simple, puisque il y a de la théorie et puis on peut donner des trucs. Oui, mais il n'y a pas de recette. On le sait que il n'y a pas de recette. Si on se contente de la recette, ça ne marchera pas. Il y a un moment, il faut aller se creuser au niveau de la pédagogie et du dialogue. Voilà. Et donc, on a vraiment, on est en train de travailler là-dessus, d'un processus orthopédagogique qui prenne en compte tout ça. Mais comment ça s'est créé? Vous voyez, c'est au fil des recherches et c'est notre vision. Alors, est-ce que ça correspondrait à la vision de toutes les personnes qui travaillent l'orthopédagogie en France? Je n'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai démarré en 2012 réellement en tant qu'orthopédagogue. Et je ne travaillais pas comme je travaille aujourd'hui, évidemment, puisqu'on n'avait pas avancé autant. Et j'étais beaucoup moins efficace. Aujourd'hui, c'est pas que je cherche à tout prix l'efficacité, je cherche à ce que mes élèves, ce que je leur dis, ce qu'on cherche, c'est que ce soit fonctionnel, que tu te sentes bien. Oui. On veut pas 18, on s'en fiche. De toute façon, maintenant, c'est des couleurs en plus. Voilà. Mais on veut que tu sois bien et que tu trouves qui tu es, que tu ailles dans le sens que tu veux et que tu te sens bien dans tes apprentissages. C'est ça l'objectif. Bon, et quand je dis efficace, c'est que ça, on y arrive mieux et plus vite en suivant cet ordre-là. Mais c'est de l'expérimentation sur le terrain, c'est de l'échange avec une collègue, je parlais de ma collègue au Canada, qui nous fait aussi partager son expérience. C'est de l'échange avec des chercheurs qui veulent bien échanger avec nous pour nous dire, effectivement, vous devriez mettre ça en premier, puis ça en deuxième, puis ça en troisième, vous devriez essayer, ce serait mieux dans cet ordre-là. Et à force de chercher, on arrive à trouver une idée plus précise et on arrive de mieux en mieux à définir ce que l'on fait. Et mon souhait, ce serait que
au plus on définisse, au mieux on puisse travailler en collaboration. Alors moi, je sais que c'est déjà le cas sur mon secteur géographique, travailler en collaboration avec des orthophonistes, des neuropsys principalement, parfois des ergos, des éducateurs. Mais j'aimerais que ce soit possible dans toutes les régions de France parce que vraiment, notre objectif n'est pas de prendre la place de qui que ce soit. Mais s'il y a un problème d'apprentissage et qu'on est plusieurs à travailler avec l'élève, bah déjà pas plus de 2 ou 3. Et moi, ça m'est arrivé de dire, ok, c'est plus ma place là. Là, il y a un trouble du langage trop important. L'orthophoniste a fait une pause pendant 1 an, c'était nécessaire. Il faut retourner chez l'ortho maintenant. Voilà. Et au plus on va spécifier, je pense, au mieux on arrivera à avoir une place assise et réfléchie au sein des équipes. Oui, je vois. Et j'ai jamais encore creusé la gestion mentale. Et s'il y a des auditeurs qui ont envie aussi de creuser la gestion mentale. C'est passionnant. Quel ouvrage ou quelle ressource, quel support vous nous conseillez? Je vous conseillerais peut-être pas de commencer par Antoine de la Garandrie parce que c'est pas si facile que ça à lire. Quoique les derniers ouvrages sont peut-être un peu plus accessibles. Il y a Chantal Evano qui a, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, si vous m'accordez 1 seconde. Oui, allez-y. Le temps que je vérifie, je trouve que c'est... Je veux juste vous retrouver le nom du livre. C'est La gestion mentale de Chantal Evano. Il est téléchargeable en plus. Elle a écrit. Il est plus disponible en librairie en fait. Et elle l'autorise en fait en téléchargement. Ça permet d'avoir une idée de ce que c'est que les gestes, que c'est voilà. Peut-être. Je pense que ça pourrait être une bonne option de découverte. Moi, je l'ai trouvé assez accessible et assez facile à lire. Antoine de la Garandrie, c'est difficile. C'était un philosophe, c'était quelqu'un de très érudit. Et donc, il est peut-être un peu plus difficile à lire. Mais quoi que vous avez le livre sur la motivation, je l'ai lu il y a longtemps. Je n'ose pas trop dire s'il est facile d'accès ou pas. En tout cas, voilà, il y a Réussir aussi. Enfin, voilà, il y en a quand même quelques-uns, mais tout ce qui est profil pédagogique, etc., je déconseille pour le démarrage parce que c'est... Voilà, il faut quand même avoir quelques bases. Après, vous avez... Alors, moi, je suis sur le Rhône-Alpes, donc c'est vrai qu'Initiative et Formation, Rhône-Alpes, je le connais bien, il est super. Vous avez Aix-en-Provence, vous avez Yves Paris, vous avez... Voilà. C'est des organismes qui diffusent le travail d'Antoine de la Garandrie et c'est vraiment passionnant. D'accord. Et ben super, si vous êtes d'accord, on va terminer par les 3 questions habituelles. Alors les livres, vous nous en avez cité pas mal, mais est-ce qu'il y en aurait encore un que vous n'auriez pas cité, un livre que vous aimeriez conseiller aux auditeurs? Bon, alors comme j'en ai dit beaucoup, je vais citer celui que j'ai pas cité. Voilà. Bon, alors c'est le dernier qui est sorti de Steve Masson qui a activé ses neurones. Vraiment, il est super. Ouais, je suis en train de le lire aussi. Souvent en ce moment. Voilà, parce qu'il y en a plein que j'ai cités. Alors je les redis pas parce que du coup, il faut en dire qu'un. Et je crois qu'il va être on va pouvoir l'acheter, acheter son livre là dans les jours qui arrivent. Mais depuis 1 mois ou 2, on pouvait acheter le PDF. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai pu l'avoir juste à la fin du confinement. Je l'ai reçu. Ah, ça y est, d'accord. Ouais. Donc, très, très bien. Donc là, vraiment passionnant. Et j'ai le droit d'en dire un pour les enfants ou pas? Oui. Ça, c'est pour les parents, je triche. C'est le Kiddy Doc, explore ton cerveau. Ah, bah oui. C'est pour les plus petits. D'accord. Et est-ce que vous auriez une citation que vous aimez bien partager? Alors, une citation. C'est dur d'en dire qu'une, mais oui, j'en aurais une. Tiens, il y en a une qui me vient. C'est tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je pense que ça correspond bien à mon état d'esprit et à ce que je souhaite. Voilà, mon souhait, en tout cas, du développement de l'orthopédagogie, c'est voilà, ensemble, on va plus loin. Ouais, très belle cette citation. Et pour finir, un coup de cœur ou un coup de gueule?
Eh bien, un coup de cœur, tiens. Alors, ça va être complètement alambiqué peut-être pour certains, mais je viens de m'acheter là le dernier Cerveau et Psycho sur le microbiote. Et pourquoi coup de cœur? Parce que je crois que aujourd'hui, je vous parle d'orthophonistes, etc. Et je pense que dans très peu de temps, je vais être amenée à travailler avec des gens au niveau de l'alimentation. Il y a des études, il y a des choses qui sont en train de sortir sur le fait que il y a un lien entre la flore intestinale, le microbiote par exemple, et le stress. Tout un tas de choses. Et c'est relié au cortex préfrontal. Et c'est là où il y a toutes les fonctions exécutives. Donc là, c'est mon coup de cœur du moment, c'est-à-dire, je peux dire, c'est vraiment ce que j'ai envie de creuser, et pour moi perso, parce que je trouve que c'est intéressant, mais à la base, c'était pour moi perso, et en lisant ça sur mon canapé hier soir, où je me dis, je suis en vacances, je lis du plus pour le plaisir, je peux faire quelque chose que je ne ferais pas, et là, article sur le microbiote et le cortex préfrontal, je dis, ça me poursuit. Et là, des expériences, alors bon, on en est à l'état d'expérience sur les souris, etc., mais où on se rend compte que quand il n'y a pas de flore intestinale, en tout cas, voilà, et ben au niveau donc pas de microbiote effectif, au niveau du stress, ça descend jamais chez les souris. Alors que ceux qui en ont un qui fonctionne bien, et ben ils arrivent voilà, une situation, ils arrivent à calmer et le stress arrive à partir, etc. Et je me dis, mais mes pauvres loulous, s'il y a ces choses-là là, et que ça s'avère être vrai. Donc, c'est un peu mon coup de cœur du moment, ce que j'ai envie de creuser. Voilà. Donc, même quand on est en vacances. C'est ça. C'est difficile. C'est difficile de ne pas faire de lien ou pas de connexion. Enfin, voilà. Quand on est passionné, il n'y a pas vraiment de vacances, en fait. Hein. C'est ça. La preuve. Après, on nous regarde, on fait la preuve, on fait le podcast alors que vous êtes en vacances. Oui, c'est ça. C'était une discussion, vous m'avez dit. J'ai dit, je veux bien discuter pendant les vacances. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment super intéressant. Bon, j'espère que ça correspondait à vos attentes. Et ça m'a fait plaisir, en tout cas, de faire ça avec vous. Merci. Et voilà pour ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être au courant des prochains qui vont arriver. Et vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur le site école française d'orthopédagogie.fr. Je vous dis à vendredi prochain.